Est-il possible de contrer les mécanismes de la souffrance? Donc, est-il possible de lutter contre les mécanismes de la souffrance? Si on prend la question textuellement parlant, non. On n'a pas à lutter contre la souffrance, on a simplement à transcender ce qui l'oblige. C'est comme si, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à faire en sorte que les cadrans de l'automobile ne marchent plus? Bon, ce n'est peut-être pas ce que la personne demande, mais si on garde le terme contrer, lutter contre, non, on ne lutte pas contre la souffrance. Lutter contre la souffrance, c'est soulager l'humain. Soulager l'humain, c'est l'empêcher de comprendre. Et l'empêcher de comprendre, c'est l'empêcher d'évoluer. L'humanité a suffisamment soulagé l'humanité. Aujourd'hui, on ne soulage plus. On peut ajuster, on peut tempérer la souffrance, mais la souffrance est une école, la souffrance est un maître. Un maître qui ne veut pas rester maître, mais c'est un maître qui, par la force des choses, instruit et éduque. Non, on ne peut pas lutter contre la souffrance. Comment l'homme nouveau s'entretient-il? Quel est son mode de vie? Lorsque l'humain est capable d'arriver à faire un travail suffisamment énergisé, lorsque l'humain est capable, pas lorsque, l'homme nouveau, ce qu'il fait. Bon. L'homme nouveau, il est capable d'arriver à capter suffisamment d'énergie tellurique et solaire, d'énergie yin et yang, de par son alimentation, de par ce qu'il boit, de par ce qu'il respire, évidemment. Et il est capable de contrôler suffisamment sa corporalité, son corps, pour pouvoir en arriver à respirer de façon à ce que les capteurs ioniques de l'extrémité de son nez puissent s'ouvrir de façon à capter l'énergie yang, de façon à ce que les capteurs ioniques, un peu au début de la racine du nez, puissent s'ouvrir lors de l'inspiration et de l'expiration pour capter l'énergie yin, et de façon aussi lors de l'expiration, de façon à ce que les capteurs d'énergie minale qui sont centrés entre les deux puissent s'ouvrir et capter l'énergie minale. Lorsque l'humain expire, il expire de l'énergie yin, yang, parce qu'il a inspiré trop rapidement et les poumons n'absorbent presque pas l'énergie yin et yang. Ce sont les capteurs au niveau des fosses et du nez même qui captent ces énergies. Inspirer trop vite, c'est ne pas laisser le temps à ces capteurs de capter suffisamment. Et si en plus notre nez est obstrué, le nez est démoli par, là, il y a différents mécanismes de polluants qui peuvent altérer les facultés captatives du nez. Lorsque la personne expire, en plus, elle expire une énergie qu'elle crée elle-même, une énergie minale qui n'est pas connue encore de l'acupuncture, mais qui va finir par être découverte. Lorsqu'il expire, s'il expire lentement, la partie centrale de ses narines va être capable de récupérer sa propre énergie. Or, dans les cours PMC, c'est ce que je disais à un moment donné aux élèves, si vous êtes malade sur un lit d'hôpital, si la visite vient, profitez-en pour respirer de façon à capter l'énergie yin, parce qu'eux en éjectent plein. Bon, écoutez pas ce qu'il dit le médecin, écoutez pas les encouragements familiaux, respirez ce qui est jette. Bon, alors vous allez pouvoir revenir plus rapidement. Lorsque le corps est suffisamment énergisé, la personne, donc l'homme nouveau, lorsque le corps est suffisamment énergisé, l'homme nouveau est capable d'arriver à obliger son ego, son émotion, son identité, à aimer vivre dans le corps, ce qui n'est pas le cas de l'homme ancien. Alors, il est capable d'avoir une stature, une position biologique suffisamment énergisée pour attirer l'ego par le plan vital. C'est ce que l'ancien tantrisme essaie de faire. On a souvent parlé de l'énergie sexuelle et de l'évolution du tantrisme, qui n'est plus applicable aujourd'hui, mais qui a été quelque peu appliqué dans l'Antiquité. Alors, c'est une forme de tantrisme, mais qui n'est pas sexuelle, qui reste d'ordre vital par contre. Alors, lorsque le corps est suffisamment énergisé, l'homme nouveau est capable de faire en sorte que tout son plan astral qui va rester, soit centralisé, soit attiré, soit tombe en amour avec le corps physique. Alors là, l'ego, l'homme, tel qu'il apparaît chez l'homme ancien, peut réellement dire, oui, je me plais dans mon corps physique, je me sens bien relaxé. Parce qu'il y a une forme de relaxation qui permet justement de se sentir bien dans son corps, une relaxation qui oblige continuellement le corps à être tout à fait contracté selon ses besoins et relaxé pour le reste. Le corps n'est plus le sujet d'expression de tous les plans émotifs.
Alors, automatiquement, vous n'avez plus une fesse crispée parce que dans votre psychologie, inconsciemment, vous pensez à un problème. Vous n'avez plus ce genre de crispation qui fait en sorte que sur 12 heures d'éveil, le corps musculaire a été stimulé tellement, inutilement, que vous êtes à un moment donné épuisé. Et pire, dans votre sommeil, vous continuez à stimuler inutilement plusieurs muscles, simplement pour exprimer vos émotions. Alors, les muscles ne se reposent pas convenablement. Lorsque l'ego est suffisamment centralisé dans son corps et qu'il est merveilleusement bien, il laisse automatiquement libre le corps mental de l'humain, de l'homme nouveau. Et ce corps mental qui siège dans le cerveau, le corps astral, l'émotion, ça siège aussi dans le cerveau, mais dans d'autres parties. L'émotion va siéger surtout au niveau d'une grande partie des cellules gliales du cerveau, donc pas nécessairement des neurones, et il va siéger surtout au niveau du thalamus et de l'hypothalamus, un peu au niveau du cervelet. Tandis que la conscience mentale va être capable de siéger dans une région périphérique des deux hémisphères cérébraux. Lorsque l'humain est capable d'avoir une énergie mentale suffisamment énergisée, il est capable d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée. Mais il y a chez l'homme nouveau un mécanisme qui est très important et qui n'est pas vécu par l'homme ancien, et c'est pourquoi on dit que l'homme ancien doit être prêt. On n'arrive pas à un contact supramental sans être prêt. Ceux qui le font et qui y parviendraient deviennent fous. L'énergisation du cerveau, les neurones doivent être vivantes et les neurones ne doivent pas mourir. Lorsque trop de courant électrique traverse les neurones, il y a mortalité. C'est le principe de l'électrocution des prisonniers. Bon, alors ça c'est connu. Lorsque la personne elle est capable, par son énergie mentale, d'attirer son ajusteur de pensée, donc par une communication orale, l'homme nouveau, lorsqu'il fait cela, il a déjà pris comme précaution, par la captation d'énergie yin-yang et aminale, d'augmenter l'énergie vitale, l'énergie éthérique au niveau de ses neurones, ce qui fait que l'énergie mentale augmentant en vibration ne puisera pas son énergie à même la vitalité neuronique, tuant le cerveau, rendant la personne fou ou folle. Alors, vu qu'il y a suffisamment d'énergie éthérique d'ordre vital, d'énergie éthérique planétaire au niveau de sa structure cérébrale, l'homme nouveau est capable d'augmenter sa vibration mentale. Celle-ci va être augmentée, puisant dans l'énergie éthérique, qui a une consonance similaire à l'énergie supramentale, qui est de l'éthérique extraterrestre, donc extraplanétaire, et automatiquement, l'homme nouveau entre en contact par le biais de son ajusteur de pensée et par la suite avec l'énergie supramentale, sans qu'il y ait de destruction physique. Donc, il est tout à fait impeccablement relax, serein et en contact avec un esprit qui est hors portée de l'homme ancien, parce que celui-ci, biologiquement, est trop en décadence, donc il lui manque trop de certaines choses. Est-ce qu'une personne qui est malade peut ne pas arriver à entrer en contact avec son ajusteur de pensée ou l'énergie supramentale? Pas nécessairement. Ce qu'il faut, ce n'est pas que vous soyez guéri. Ce qu'il faut, ce n'est pas que vous soyez mince. Ce n'est pas que vous soyez athlète. C'est mieux. Sauf que ce n'est pas essentiel. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez par certains processus qui peuvent vous être inhérents ou qui peuvent vous être enseignés, à être capable de capter suffisamment d'énergie, à la canaliser dans le corps physique sans la perdre, pour obliger justement, premièrement, la psychologie, l'ego, l'astral, à se désassujettir du mental, libérant automatiquement le mental des colorations manipulatrices de l'astral, et à obliger cet ego à se plaire, à jouir du corps physique pour jouir de la vie. Et en plus, vous devez être capable, par cette captation d'énergie, de transfuser suffisamment d'énergie vitale au niveau cérébral pour permettre maintenant au mental de pouvoir augmenter son potentiel vibratoire pour aller rejoindre l'énergie supramentale sans qu'il y ait d'altération neuronique ou biologique. Comment l'homme nouveau s'entretient-il? Comme ça. Quel est son mode de vie? Il vit comme tout le monde, avec une conscience bilocalisée, une conscience humaine, donc il reste humain, et une conscience extraplanétaire, donc il devient divin dans sa conscience. Et ici, on a une question PMC. Bien évidemment, si je sais ces choses-là, ayant constitué un programme comme le programme Maître-Contrôleur, bien, il est bien évident qu'on ne contourne pas ces mécanismes, que c'est ces mécanismes-là qu'on va employer au niveau du PMC. Où et comment obtenir le discernement? Peut-il exister une formation en ce sens? Où et comment? Au 69-28 de la rue Saint-Denis. Et comment? En faisant un vol. C'est qu'il y a là au 69-28. Oh, j'ai aucune idée où et comment obtenir le discernement. Alors, je donnais une adresse comme ça. Ben oui, c'est la personne qui reste à cet appartement-là, elle n'aurait pas le discernement, hein, mais elle verrait bien qu'elle s'est fait avoir, fait qu'elle apprendrait le discernement. Bon. Peut-il exister une formation en ce sens? Merci. Le discernement, c'est être capable de goûter. Êtes-vous capable de discerner le goût du sucre du goût du sel? Il y en a qui ne sont pas capables.
Mais la majorité sont capables. Mais il y en a qui ne sont pas capables. Êtes-vous capable de goûter à la couleur rouge par rapport à la couleur verte? Parce que c'est un goût. Mais il y en a qui sont capables, la majorité. Mais il y en a qui ne sont pas capables. Ils sont daltoniens. Ils ont d'autres problèmes. Êtes-vous capable de sentir ce que vous goûtez? C'est-à-dire, êtes-vous capable de dire, tiens, ça sent quelque chose, ça sent le goût de. Alors on le fait, parce qu'évidemment, on sent, on goûte par notre odorat. Connaître la saveur d'une énergie matérielle, c'est connaître, par exemple, la saveur du sel, du sucre, la saveur de la mer. Ça, c'est la langue qui permet ça. Toutes les nuances viennent des fosses nasales, viennent de l'odorat. Alors, lorsque nous parlons de discernement, nous parlons aussi de goût. Le premier goût, OK, d'accord, il est au niveau buccal. Le deuxième goût, il est au niveau olfactif. On peut avoir un goût au niveau auditif. Goûter les notes. Un musicien va comprendre ce que je veux dire. Il est capable de goûter, de discerner le do du ré, de discerner le ré du sol, de discerner les notes. Il est capable, on joue une note, et il est capable de dire c'est telle note, sur telle octave. Parce mais il goûte les notes. Il est capable de goûter la musique. C'est un raffinement qu'il discerne. Alors, être capable de connaître la saveur d'une énergie supramentalement intelligente, d'une énergie mémoriellement intellectuante. Être capable d'en goûter la saveur. Cela veut dire que, premièrement, vous devez l'expérimenter. Cela veut donc dire que, premièrement, vous devez être capable, contre votre gré, ou contre votre manque d'information, contre votre manque de vibration, être capable, à un moment donné, de vivre le contact supramental et de mémoriser sa saveur. Exactement comme si je disais, il y a des intuitions que vous avez de temps en temps qui sont réelles, qui ne vous trompent pas. Et hélas, il y a un paquet d'intuitions qui vous trompent. Comment discerner? Ce serait plaisant d'être capable de discerner l'intuition qui est réelle de l'intuition qui est fausse. Il y a une saveur, il y a un petit quelque chose. À un moment donné, on pratiquait la métagnomie. Trouver ce qui est caché. Alors, on prend 5 élèves, et l'un des 5 élèves a quelque chose qu'il cache. Le 6e doit se retourner ou entrer dans la classe par la suite et dire qui a l'objet. Bon, lorsqu'on perfectionne cette technique, on place l'objet dans une pièce et la personne rentre après pour trouver l'objet. Alors moi, ce que j'instruis, c'est ceci. Observe tes personnes. Lui, est-ce qu'il a l'objet? La personne me dit oui. Parfait, élimine-la, elle ne l'a pas. Elle, est-ce qu'elle a l'objet? Je pense pas. Oublie. Conserve-la pour l'instant. Cette personne, est-ce qu'elle a l'objet? Semble que oui. Oublie-la. Elle l'a pas. Cette personne, est-ce qu'elle a l'objet? Oh là, je suis plus sûr. Tu es plus sûr parce que tu commences à voir qu'est-ce que je te fais faire. Continue l'autre, il me semble qu'elle l'a. Oublie-la. Il t'en reste 2. Laquelle des 2 qui l'a pas? Que tu pourrais jurer qu'elle l'a pas? Elle. Parfait, donne-moi l'objet. Et la personne donne l'objet et c'est réglé. Maintenant que la personne, elle a su, elle a été capable de pallier à un jeu de son ego, qui lui donne toujours souvent l'inverse de ce qu'il peut faire. Et observez dans votre vie, vous allez voir, c'est souvent ça, maudit. Mais maintenant qu'il le sait, ben là, il se colore. Elle l'a pas. Donc, elle l'a. Tu l'as-tu? Non. Voilà. Parce qu'elle n'a pas su goûter. Alors, elle apprend par la pratique à finir par diagnostiquer la saveur de ce qui se passe chez elle. Et c'est quelque chose qui, quand on a goûté, ben maintenant, il n'y a plus de problème. Ceux qui vont dans la forêt, souvent rentrent dans la forêt, sont capables de sentir 3, 4, 5 odeurs en même temps de différentes fleurs. En même temps. Tandis qu'une personne qui vient de la ville, qui n'a jamais été là, si elle s'en rend compte, il faudra qu'on lui dise, ah ben oui, ça sent les fleurs. Non, ça sent telle chose, telle chose, telle chose. Ben, ça sent bon, mais tu sais. Prenez 2 vins différents. Ben, il y a des personnes qui arrivent à pouvoir dire la marque et l'année. Puis une autre personne différencie à peine le rouge du blanc, le sec du demi-sec. Puis il y en a qui ne différencient même pas le vin de la bière. Bon. Mais c'est quoi en goûter? Allez dire à quelqu'un, non, tu peux même savoir l'année. Ben voyons donc. Tu sais, on n'est pas fou. Savoir l'année, le cru, sa provenance. Mais oui, ça se fait. Mais parce que vous savez que ça se fait, vous dites, vous m'accréditez, c'est vrai que ça se fait. C'est la même chose pour l'énergie, le discernement. C'est un goût. C'est une saveur éthérique, une saveur vitale, une saveur supramentale qui doit se développer. On doit arriver à goûter.
Alors, ce qui fait que moi, je sais quand on me parle par l'astral, par les mémoires planétaires, par les annales akashiques, j'en goûte le saveur et je sais. Et lorsque je suis en contact avec l'intelligence instantanée ou avec mon esprit, je sais. Pourquoi je sais? C'est pas qu'on me le dit. Parce que si on me le dit, on peut me tromper. Je goûte. Je sais. Le discernement, c'est comme ça. Si l'on devance la souffrance en évoluant plus vite par nous-mêmes, suivrons-nous le même chemin que si nous avions attendu qu'elle nous pousse à évoluer? C'est comme si la personne me demandait, je suis une locomotive, il y a un chemin de fer. Je suis un côté de mes roues sur le rail, l'autre côté dans le champ. Alors là, je m'en vais, bading, badang, bading, badang. Si à un moment donné, j'arrive à embarquer mes deux roues sur les rails, parce que moi, suivre le même chemin, oui. Mais jamais tu le sauras. Parce qu'il y a une bonne différence entre une locomotive qui est carrément en plein champ, une locomotive qui a la moitié de ses roues sur le rail et la locomotive qui est complètement centrée. Et ça, c'est l'évolution. L'homme ancien, il marche dans le champ avec sa locomotive et il cherche les voies. Lorsqu'il rencontre une voie, souvent la voie, elle est transversale. Alors, il bûche dedans, il revole l'autre côté, et puis là, c'est un choc. Puis là, il se dit, ça, c'est pas pour moi. Alors, il continue, puis à un moment donné, il rencontre une voie qui est presque parallèle à lui, légèrement tangente. Il peut embarquer une roue dessus, et là, la différence de potentiel, là, il brasse plus comme ça, là, il brasse de même, rien qu'un côté. Alors là, il se dit, enfin, j'ai trouvé. En plus, j'ai même plus besoin de chercher, ça m'amène. Je m'en vais. Oui. Mais ça t'amène, puis à un moment donné, il y a un gros trou, puis tu débarques. Puis là, tu te dis, crime, je devrais être dedans à peu près. Mais là, ça brasse comme avant, puis la voie, tu peux revenir, tu peux t'en aller, parce que l'humain ne sait pas, il ne peut pas goûter encore. Lorsque la personne transcende sa souffrance, c'est qu'elle embarque carrément sur la voie. Elle suit le même chemin. Mais à quelle vitesse? Alors la souffrance, elle reste là, hein, puis la personne, elle s'en va. Alors donc, si l'on devance la souffrance en évoluant plus vite, par nous-mêmes, suivrons-nous le même chemin que si nous avions attendu? Oui. Sauf que l'évolution va être facile. Est-ce que pour chaque cochon qui... Oh, je recommence. Est-ce que pour chaque cadran... Est-ce que pour chaque Bois cadran... un peu d'eau, François. Fais passer le chat dans la gorge, là. Mes yeux n'en croyaient pas mes oreilles. Est-ce que pour chaque cadran qui surchauffe, le terminal comme organe physique sera le même à surchauffer pour tous les humains? Est-ce que ça se comprend ça? Est-ce que pour chaque cadran qui surchauffe, le terminal comme organe physique sera le même à surchauffer pour tous les humains? Okay. Autrement dit, est-ce que s'il y a une rougeur qui apparaît ici, pour une personne, ça veut dire qu'elle a une anxiété pour son chat? Est-ce que ça veut dire que la rougeur qui apparaît ici va être une anxiété pour le chat, pour tout le monde? Non. Et c'est ça qui est le problème. C'est un problème intéressant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas publier un livre majeur disant « Voilà, vous êtes ceci ». Ce serait facile. On irait payer 15,95 $ et puis on aurait le livre. Et puis là, on pourrait savoir. Qu'est-ce qui arriverait? L'humain serait d'autant plus collectif que le livre serait juste. Alors, ce problème, il a en même temps un avantage, c'est qu'il oblige chacun à se connaître comme il est. Votre corporalité... Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous expliquer une chose. Il y a des personnes, dernièrement on en parlait justement, il y a une personne qui avait énormément d'ego et lorsqu'on la pinçait, qu'on l'attaquait, son visage, c'était, enfin, moi je suis pas capable, là, mais elle mesure 6 pieds cuques et puis elle a une petite moustache et puis bon. Alors elle avait réellement le visage d'une personne qui était pour te sauter dessus. Alors comme elle pratique les arts martiaux et elle a fait le kickboxing et tout ça, bien évidemment, 6 pieds, une moustache et tout. Les personnes ne disaient plus rien à cet individu parce que là on voyait bien que... Mais cette personne, cet individu, justement, c'est il s'est changé. Il s'est changé à un point tel qu'il n'a presque plus de ce genre d'ego. Mais, l'acte réflexe, chez lui, la petite partie qui a engendré la copie dans son corps physique, il est encore là. Ça va partir en dernier. Lorsque quelqu'un lui parle, la personne a encore l'impression qu'il y a plein d'ego. Celui qui perçoit vibratoirement voit que la corporalité n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Un peu comme un batailleur de rue, des gros poings, le gros visage, bien bâti. Puis à un moment donné, il découvre des choses. Il n'est plus batailleur de rue, il n'est plus tough. Mais partout où il va, le monde ne voit qu'un tough. Lui, il ne l'est plus. Là, on lui demande « Bonjour, ça va? »« Ouais, ça va certainement que ça va. »« Oui, ça va comme ça. » Là, oh, parlons-y pas. « Pourquoi? Je suis un gars comme tout le monde, j'adore la paix. »« Ouais, certainement que tu adores la paix. Oui, va dire ça un autre. » Oui, mais il a changé. Sauf que toute la structure d'expression de son antique psychologie, elle reste.
Combien ça prend? Les lignes de main, ça dit un peu comment vous êtes. Mais est-ce que quand vous changez, les lignes changent-elles? Wang, wang, wang. Non. Ça prend du temps. Alors, c'est pourquoi vous allez vous faire les lignes de la main par un chiromancien et il va vous compter que des menteries. Sauf ce que vous n'avez pas changé. Ah tiens, il me semblait que j'avais changé ça. Mais oui, c'est normal, vous pouvez l'avoir changé. Ça ne paraît pas tout de suite. Et ça, ce sont les réflexes ancrés dans la programmation neurologique des neurones, neuroniques, qui surchauffent, qui paraissent encore. Alors, une personne peut à un moment donné ne plus avoir honte. Et on lui dit, t'as bien un beau chapeau, elle vient rouge. Elle n'est plus gênée. T'es toute rouge, t'es gênée. Ben non, je suis pas gênée. Ben t'es toute rouge. Ben oui, je suis rouge, mais je suis pas gênée. Bon. Pourquoi? Parce que le réflexe organique exprime encore, elle réagit comme elle réagissait avant, même si la psychologie a fait le changement. Et ça en tue un paquet d'entre vous. Parce que vous recherchez le résultat du changement pour savoir si vous avez changé. Mais non, absolument pas. Pourquoi? Parce que le corps physique est temporalisé plus densément. Il prend plus de temps à changer, à exprimer le changement. Tandis que psychologiquement, ça peut changer. Est-ce que pour chaque cadran ou cochon qui surchauffe, le terminal comme organe physique sera le même à surchauffer pour tout le monde? Non. Et en plus, le terminal physique n'est pas le symptôme nécessairement en résonance avec le problème. Puis maintenant, c'est la souffrance interne. Si vous avez une souffrance interne, c'est instantanément en résonance avec le problème. Cette souffrance peut se répercuter dans le corps, le terminal physique. Vous pouvez avoir encore le terminal physique et ne plus avoir cette souffrance. Autrement dit, du moment que le soleil se pointe, le cadran indique que ton moteur chauffe. Le moteur ne chauffe plus, c'était réparé. Ça, c'est ce qui est long à changer dans la corporalité de l'humain. Et parce que lui observe les symptômes, ben oui, mais gars, je shake encore. C'est sûr, tu shakes encore. Tu as changé des choses chez toi, mais ça shake encore, c'est l'acte réflexe. Ça va finir par se calmer. Ah ben tiens, là j'ai changé. Non, tu avais changé avant. Et parce que l'humain se fie à ce qu'il voit, et non pas juste à ce qu'il va goûter énergétiquement, une personne dit, mais j'ai changé. Tout le monde va dire, non, tu n'as pas changé, tu es pareil, regarde-toi aller. Et la personne finit par se réinstruire comme elle était par rapport à l'acte réflexe qu'elle perçoit. Parce que tu n'as plus honte, et parce que tu n'es plus gêné, que tu rougis encore, tu finis par redevenir gêné parce que tu penses que tu n'as pas changé. Faire bien attention, ça tue l'évolution d'un paquet de personnes. Ça reste, ça ne change pas tout de suite, même s'il y a eu un changement dedans. Mais des fois, il y a des femmes qui aiment bien ça, les cochons qui surchauffent. Eh oui. On ne veut pas qu'ils changent. J'ai entendu dire qu'il y avait 2 personnes dans le PMC6 qui avaient atteint le contact avec l'ajusteur de pensée. J'aimerais que vous me confirmiez si c'est vrai, car ceci sera le barème pour suivre ce cours. Oui, bon, bien évidemment. On ne devrait pas prendre comme barème pour suivre un cours les résultats des autres, parce que moi, je peux garantir un résultat si vous me garantissez ce que vous amenez, vous. Bon. Au niveau PMC6, non, c'est pas vrai, il n'y a pas 2 personnes qui ont atteint le contact avec l'ajusteur de pensée, il y en a un peu plus que ça. C'est un phénomène normal, le PMC6 se termine après le contact. Le programme de contrôleur est fait en fonction d'amener des résultats et les résultats, évidemment, s'amènent. Sinon, le cours n'aurait pas fait 2 ans. Est-ce que c'est un critère pour faire un cours? Absolument pas. Pour la simple raison qu'il faut commencer par regarder la base qu'on est. Bien évidemment, la majorité d'entre vous êtes dans une situation qui vous permet de conscientiser ce que vous faites. Être conscient un peu des merdes qui vous entourent. Et comme je dis souvent, lorsqu'un humain commence à être écœuré d'être écœuré, on me disait dernièrement à propos d'écœuré que c'est un mot c'est dans le dictionnaire. Voilà, bon. J'ai vérifié. Alors, lorsque l'humain commence à être écœuré d'être écœuré, il est prêt à faire une recherche, à faire un cheminement qui peut l'amener à entrer en contact avec son esprit. Parce que lorsqu'on est écœuré d'être écœuré, ce n'est pas un peu plus d'écœurement qui va changer quelque chose. Alors, au niveau du PMC, bien évidemment, il y a un travail qui se fait, il y a du base camarade que vous faites, il y a des structures qui sont formées, qui ont donné des résultats. Alors, au niveau du PMC6, bien, il y a plus qu'une personne, évidemment, qui ont atteint le contact avec leur ajusteur de pensée. Le perfectionnement, ça se poursuit, évidemment. C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est loin d'être la fin. Sommes-nous les seuls dans l'univers à vivre sur le plan matériel? Sommes-nous les seuls conscients dans l'univers à vivre sur le plan matériel? Oui. Sommes-nous les seuls à vivre sur le plan matériel? Non. La conscience supramentale implique-t-elle une mutation du corps humain?
La conscience supramentale implique une mutation du corps humain, mais ça n'implique pas une mutation de l'esthétique du corps humain. Donc, ça implique une mutation de la cérébralité humaine, des neurones, des cellules gliales qui vont maintenant commencer à fonctionner. Ça implique une mutation fonctionnelle de la glande pinéale qui va maintenant adoucir le mécanisme endocrinien sexuel. Ça implique un désassujettissement de la psychologie du système endocrinien corporel. Et ça implique ce genre de mutation. Le résultat esthétique, plus de maladie, plus de boutons sur le nez. La venue d'une humanité supramentalisée se fera-t-elle bientôt ou dans 10 000 ans? Bientôt. D'ici quelques 2, 3, 400 ans, la venue va arriver. C'est extrêmement rapide. 10 000 ans, non. Maintenant, comme tel, la temporalité n'a pas d'importance pour la simple raison que dans un groupe, dans une collectivité, il y en a un qui monte, et ça commence lentement. Alors, si chacun se dit, ben moi, je monte pas parce que de toute façon, c'est dans 10 000 ans. Mais non, ça n'a aucun... Ici, on parle de l'humanité. Ça commence par la cellule nord planétaire. Ça commence par la cellule américaine. Ça commence plus précisément par la cellule canadienne. Et ça commence encore plus précisément par la cellule française du Québec ésotérique. Ça commence donc plus précisément par le Québec. Est-ce que ça commence par tous les Québécois? Non. K-E-B-E-K, Québec, et non pas Q-U-E. C'est pas le Québec politique, évidemment. Alors, ce qui fait qu'on ne doit pas se donner un barème de temps. Si je dis c'est dans 10 000 ans, ce qui est totalement faux, c'est bien avant ça. Si je dis c'est dans 10 000 ans, il y a plusieurs personnes qui sont sur le chemin d'embarquer leur locomotive sur les deux rails et qui vont se dire oui, tout le monde va être sur le même rail. Ils vont dire t'es pas rendu. Ça, c'est d'être collectif, ça. Vous êtes des locomotives. Hein? J'ai parlé de locomotive tout à l'heure, j'ai pas parlé de train. J'ai pas parlé de train. Il n'y a pas 25 000 wagons en arrière qui sont attachés à vous. L'humanité collective avance lentement parce que lorsque tout un train au complet, lorsque 4 800 wagons de train sont dans le champ, bien la locomotive, il faut qu'elle tire. Puis lorsque la locomotive met un pied sur le rail, il y a toute une collectivité qui débarque. Elle n'est pas normale, elle. Elle brasse pas comme tout le monde, elle. Elle tire plus vite. On a de la misère à suivre dans le champ, nous autres. Alors, si la locomotive devient moindrement intelligente, elle casse, hein? Elle se déconnecte. Puis, l'humanité, faites ce que vous avez à faire. Puis, l'humanité va critiquer, va chialer. Ça y est, elle est partie. Elle nous laisse là. La chienne, la cochonne, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Non, parfait. Donne l'exemple. Aime la assez, puis la laisser s'en aller. Hein? Reproche pas ce que t'es. Alors, non, on évolue morceau par morceau. Individuellement, dans 10 000 ans, dans 400 ans, ça n'a rien à foutre. Ça va commencer vers les ans 2000. Certains vont se dire, ah oui, mais moi, à l'âge que j'ai là, à l'an 2000, ça allait avoir quoi? Ça n'a rien à voir. La personne qui a un contact avec son ajusteur de pensée, la personne qui a un contact et qui est capable de se structurer des mécanismes qui vont remplacer ses anges gardiens, elle est capable aussi d'arriver à se désassujettir du monde de la mort. Elle peut perdre son corps physique, mais elle n'est pas nécessairement morte. On ne meurt pas quand on perd son corps physique, on meurt quand on perd sa conscience. Et ça se fait après la mort du corps physique, quand on pénètre dans le monde des morts. Et les anges gardiens sont des mécanismes qui nous permettent de pénétrer le monde des morts. On va revenir la semaine prochaine, de toute façon, sur ce mécanisme qui... Oui, bon. Alors, ce n'est pas l'âge et ce n'est pas le temps qui fait que... Ben, absolument pas. Moi, j'ai pas attendu l'an 2000X. Et il y en a d'autres qui n'attendent pas non plus. Il n'est jamais trop tard, parce que le trop tard, ça n'existe pas. C'est une illusion de la psychologie qui croit au temps. Est-ce que l'humanité d'aujourd'hui peut supporter la présence d'êtres complètement supramentalisés, y compris dans leur corps? Totalement, complètement supramentalisés, y compris dans leur corps, si l'humanité d'aujourd'hui peut la supporter. Oui, pour la simple raison que les personnes, que l'homme nouveau, et il n'y en a pas, cherchez-en pas partout, ça se compte sur ma main, présentement au Québec. Il y a énormément d'êtres transitifs. Il y a énormément d'êtres transitifs entre l'homme transitif et l'homme nouveau. Et il y a beaucoup d'hommes transitifs entre l'homme ancien et l'homme transitif. Et je répète que ce n'est pas un péché d'être un homme ancien ou d'être un homme transitif. Et ce n'est pas une qualité d'être un homme nouveau. C'est un état. C'est un état. Est-ce que l'humanité d'aujourd'hui peut supporter la présence d'êtres complètement supramentalisés? Oui, parce que ces êtres ont suffisamment d'intelligence. D'ailleurs, ils ont l'intelligence pour s'ajuster.
Alors, ils s'arrangeront pour être supportables. Souffrir, c'est percevoir une inharmonie vibratoire. Qu'est-ce que l'harmonie vibratoire? On va répondre avec une réponse plate. L'harmonie vibratoire, c'est ce qui doit être. Et ça n'est jamais compris par l'homme ancien pour la simple raison qu'une harmonie vibratoire, elle existe lorsqu'un lion tue un chevreuil. L'harmonie vibratoire, elle existe lorsque l'herbe pousse gaiement au soleil. Et l'harmonie vibratoire, elle existe lorsque la vache vient brouter l'herbe. Et l'harmonie vibratoire, elle existe lorsque l'homme mange la vache. Et l'harmonie vibratoire, elle existe lorsque le lion tue l'homme. C'est de l'harmonie vibratoire. L'inharmonie vient lorsqu'on a le concept de ce qui devrait être et qu'on interdit à la réalité, mais ça ne change rien, d'être ce qu'elle est. Ça crée l'inharmonie vibratoire et automatiquement, il y a la souffrance. L'harmonie vibratoire, c'est lorsque chaque chose est à sa place. Votre corps physique doit se nourrir, ce n'est pas votre psychologie qui doit se nourrir. Il y aura souffrance parce que ce n'est pas le cas. Votre corps physique est dans un monde de matière et il doit s'autorégir dans le monde de la matière. Les lois de la psychologie ne doivent pas interférer dans les lois du monde de la matière. Et c'est ce qui, encore une fois, amène la souffrance chez l'humain. Lorsqu'un bébé naît et il est mort-né, ben voilà, c'est une loi mécanique du plan matériel du monde de la matière. Et lorsque la psychologie voudrait régir ce monde, ça ne fonctionne pas. Il y a souffrance. L'harmonie, c'est lorsque les choses qui doivent être sont. Qu'est-ce que le karma individuel et collectif? Pour plus d'informations, il y a la cassette sur les pièges du karma. Qu'est-ce que le karma individuel? Le karma collectif, c'est un karma qui est régi et qui assujettit tous les individus qui le constituent. Et les individus qui constituent un karma collectif sont ceux qui bénéficient du karma autant que ceux qui vont en souffrir. La ville de Montréal, elle amène de l'eau relativement propre chez vous. Elle amène des égouts qui vous permettent de garder votre maison propre. Elle amène l'électricité. Elle amène le service des incendies. Elle amène l'asphalte. Elle amène le service de la voirie. Vous aimez ça, vous voulez profiter de ça, vous profitez du karma. Il faudra donc payer une rétribution à la Ville de Montréal en stationnement, les parcomètres, les contraventions, en taxes, en impôts, en viol, en meurtre, en enlèvement, en pyromanie, et ça c'est le karma négatif. Alors l'individu qui a un karma collectif, c'est un individu qui est assujetti dans sa conscience à la collectivité. Si vous ne voulez pas souffrir du karma négatif de la Ville de Montréal, alors allez vivre à Facette, allez vivre dans une petite municipalité, dans un petit village, et vous ne souffrirez pas du karma de Montréal. Vous vivez dans un village, vous bénéficiez de la collectivité, vous allez quand même souffrir du karma collectif de ce village. Le karma individuel, c'est un karma qui n'est pas suffisamment puissant ou collectivisé, donc qui ne peut pas altérer le karma des autres, le karma collectif. Lorsqu'un enfant naît handicapé, il ne paie pas un karma individuel, il paie un karma collectif, et il ne paie pas un karma de ses vies antérieures, il paie le karma collectif du présent dans lequel il naît. Il assume une partie du karma collectif. Alors donc, le karma individuel, c'est un karma qui est intimement relié par attraction à la personne qui va le vivre. Elle peut gagner, elle peut perdre. Quelqu'un qui gagne à la loterie assume une partie du karma positif de la collectivité. Quelqu'un qui fait faillite assume une partie du karma négatif de la société. Il n'y a pas beaucoup de karma individuel dans une personne qui a une conscience collective. Tu joues au cas? Il reste encore pas mal de questions. Oui. Pourrais-tu élaborer davantage sur l'harmonie vibratoire et son image révélée sur les cadrans? Deuxièmement, l'élimination progressive de la souffrance fait-elle place à un savoir instantané? L'harmonie vibratoire et son image révélée sur les cadrans vont être la disparition simple des cadrans. Donc, disparition de la souffrance lorsque l'harmonie vibratoire apparaît. Disparition de la souffrance, cela veut dire disparition de l'entracement laissé dans la conscience mémorielle de l'humain qui évolue. Cela veut dire qu'il n'y a plus de traces de la souffrance passée dans un vécu présent, harmonisé vibratoirement. Cela veut dire que vous ne pourrez même plus parler de vos antiques souffrances. Parce que parler d'une vieille souffrance, c'est la souffrir que lorsque l'on en parle.
Ça n'existera même plus lorsque l'harmonie vibratoire apparaît. Les cadrans sont inutiles pour la simple raison que vous avez maintenant un moteur qui ne chauffe plus, qui n'a plus besoin d'huile, qui est tout à fait impeccable pour fonctionner au niveau des plans évolutifs, plus besoin de cadrans. L'élimination progressive de la souffrance fait-elle place à un savoir instantané? On peut aussi poser la question à l'inverse. Est-ce que le savoir instantané élimine les souffrances? L'élimination progressive de la souffrance dénote l'augmentation vibratoire du plan mental qui permet à l'humain de voir les choses telles qu'elles sont, donc l'assujettit lentement à un contact avec l'intelligence instantanée. Les deux mécanismes sont intimement reliés. Plus l'humain cesse de souffrir, plus son ego cesse de se prendre au sérieux. Plus l'ego cesse de se prendre au sérieux, plus celui-ci laisse de place à son énergie intelligente chez lui. Plus cela est fait, plus l'ego est supramentalisé, constituant un double éthérique qui va servir, on va revenir de toute façon la semaine prochaine au niveau des mécanismes des anges gardiens et de ce qui devra apparaître dans l'avenir pour la majorité d'entre vous. La souffrance, on la transcende comment? Je vis un événement et je suis inquiet. Je suis ce soir chez moi seul, je suis inquiet. Comment transcender cette souffrance? Comment arriver à ne plus être inquiet? En écoutant la télévision, baume sur le cœur. En lisant un livre, baume sur le cœur. Il y en a une expression, je pense, qui est crotte au cœur. Ben, ça ressemble un peu à ça. Bon. Mais à l'inverse. Alors, qu'est-ce qui est le mécanique? La mécanique, c'est que l'humain doit s'asseoir dans son fauteuil et dire, voilà, je suis inquiet. Et il doit poser des questions à vive voix. Pas crier, pas nécessaire de dire au voisin que tu es inquiet. Bon. Pourquoi je suis inquiet? Faut pas que l'humain pense, faut que l'humain parle. Vous avez des souffrances, parlez. Pensez pas. La pensée, c'est un mécanisme anti-évolution. La pensée, elle entretient l'émotion. La pensée, elle entretient la souffrance. La pensée, elle cristallise la souffrance. La pensée, elle n'amène jamais de solution. L'homme découvre des solutions lorsqu'il parle avec d'autres ou lorsqu'il parle seul. Mais parce qu'on a dit que quelqu'un qui parlait seul était fou, il parle avec d'autres. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est lorsque l'on parle. Pourquoi je suis inquiet? Écoute-toi parler. Pourquoi je suis inquiet? Je ne le sais pas. Pourquoi je suis inquiet? Je ne le sais pas. Réponds pas trop vite, le cave. Ben, parlez-vous, là. Pourquoi es-tu inquiet? Là, vous faites une séparation d'énergie. Il y a un mécanisme qui parle à l'autre. Pas pourquoi je. À un moment donné, là, parlez-vous. Oh, le cave, tu réponds vite, c'est pas en disant que tu le sais pas. Voilà, vous venez de faire une séparation dans votre conscience. Il y a un mécanisme chez vous qui ne vit pas l'inquiétude et qui maintenant veut savoir. Pourquoi t'es inquiet? Ben, je ne sais pas. Trouves-tu ça intelligent d'être inquiet? Ben, pas tellement. Pourquoi es-tu inquiet? Le cave. C'est pas intelligent. Non, mais c'est ça. Puis ça, c'est facile. Puis là, ben, c'est-tu le temps que je m'amuse de même, je suis plus inquiet, là. Mais là, recommence à être inquiet, là. Parce que là, je viens de me rendre compte. Pourquoi tu recommences? Pourquoi veux-tu penser? Pourquoi es-tu inquiet? Puis continuez, puis vous allez découvrir une chose formidable. Vous allez vous amener une réponse. Mais évidemment, la majorité d'entre vous, vous n'allez pas l'essayer. Parce que vous voulez être normal, vous voulez pas être fou. Et surtout, vous vous complaisez dans vos problèmes. Parce que tout d'un coup que vous vous instruiriez d'une solution qui vous obligerait à changer, tout d'un coup, celui qui cherche, il y a un malheur qui l'attend, des fois il trouve. C'est pas ça que l'humain veut pas. Essayez-le. Essayez-le. J'ai en masse de personnes qui l'explorent au niveau des cours qu'on donne ici, au niveau du PMC, qui le savent. Mais il y en a que ça leur en a pris des coups de pied derrière pour arriver à oser le faire. À oser. Oser. Essayez ça, à un moment donné, vous allez voir. Les 6 millions, il faut se parler. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ouais, exactement. Veux-tu, s'il te plaît, entre parenthèses, même si ça ne te plaît pas, fais-le pour moi, Merveilleux, merveilleux. commenter cette affirmation. La raison est inopérante sans la connaissance. La raison, c'est inopérant
sans la connaissance, pour la simple raison que la raison, ça n'existe pas sans mémoire, pour la simple raison que la raison, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, pour la simple raison que la raison provient du raisonnement, le raisonnement provient de l'assujettissement apparemment intelligent des mécanismes mémoriels, donc des connaissances. Alors la raison sans connaissance, la raison sans mémoire n'est pas vivante, elle ne peut pas s'exprimer et elle n'a rien à foutre avec la vie. L'humain ne peut pas raisonner s'il n'a pas accumulé d'expérience, donc de connaissances. Connaissance, c'est connaître des choses. Raisonner, c'est agrémenter, c'est placer nos connaissances, nos expériences, de façon à tenter de créer ce qu'on appelle un concept, une idée, d'imaginer ce qu'on appelle le raisonnement, lorsque c'est placé d'une façon apparemment logique. Le raisonnement provient du mental. Le mental peut raisonner tandis que le plan émotif, l'astral, ne peut pas raisonner. Mais le raisonnement mental est un mécanisme hautement logique qui est capable de se servir des connaissances pour, en fin de compte, les placer en laissant une place dans l'ordre des connaissances à ce qui est immédiatement vécu. Cela amène un raisonnement logique qui peut transcender sur l'inefficacité humaine pour lui donner un peu d'efficacité. Ce mécanisme est auto-énergisant, comme le mécanisme astral, le mécanisme de l'imagination, des foi, des croyances, le mécanisme des émotions, le mécanisme des peurs et des souffrances. C'est auto-énergisant. Le fait de raisonner énergise le plan mental. Énergisant le plan mental, ça le nourrit. Le nourrissant, ça finit par lui donner une identification. Alors, à un moment donné, le plan mental se dissocie du plan astral et il y a quelque chose chez l'humain qui dit « je peux penser logiquement et je peux penser émotivement ». À ce moment donné, le raisonnement n'a plus besoin de la connaissance au niveau mental parce qu'il n'y a plus de raisonnement, l'humain ne pense plus. L'humain agit, l'humain exprime, l'humain rayonne, l'humain parle. L'humain ne pense plus. La raison est inopérante sans la connaissance, justement parce que la raison est l'organisation ordonnée et logique des connaissances. C'est de l'intellectuance hautement avancée, cela fait partie du mental supérieur des plans mentaux, mais cela ne fait pas partie du contact supramental. On m'a déjà dit qu'il ne fallait pas transcender la réalité quotidienne. Vous dites qu'il faut transcender la souffrance. Que signifie vraiment et intelligemment transcender? Et comment transcender? La réalité quotidienne, elle ne peut pas être transcendable et elle ne peut pas être transcendable efficacement, réellement, et l'humain arrive à peu près toujours au cours de sa vie à transcender la réalité. Il la transcende inefficacement, évidemment. On ne peut pas transcender la réalité efficacement. On m'a déjà dit qu'il ne fallait pas transcender la réalité quotidienne. J'espère que vous n'avez pas cru, parce qu'il ne faut pas croire ce qu'on vous dit jamais, même quand ça vient de moi. Vous dites qu'il faut transcender la souffrance. Transcender veut dire être capable de traverser. Passer au travers. Traverser en ascension. Transcender. Transcender la réalité, c'est impossible. Transcender la souffrance, cela veut dire être capable de passer au travers les mécanismes qui nécessitent la souffrance. Alors, si vous pensez que transcender la souffrance veut dire, tiens, je souffre, mais là, je vais méditer, puis je vais... Non, ça, c'est encore une fois du baume au cœur. Transcender la souffrance, cela veut dire être capable de passer outre les mécanismes qui nécessitent la souffrance. Alors, autrement dit, transcender, passer au travers en ascension, augmentation vibratoire. Transcender la souffrance, cela veut dire être capable d'en arriver à ne plus vivre des mécanismes qui nécessitent la souffrance. Cela veut dire être capable de ne plus vivre dépendant de l'obligation d'évoluer par coupier au derrière. Cela veut dire être capable de vivre comprenant l'intelligence de l'amélioration. Dans le mini-séminaire que je donne sur l'organisation, je pose une question au monde, et il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont assisté. Est-ce que c'était... Pourquoi? À quoi ça sert? Voilà ce que c'est un peu transcender. Vivre par intelligence, sans nécessairement voir tout. Est-ce que vous savez ce qui se passe après la mort? Non. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Parfait. Alors, à quoi ça sert de vivre toute sa vie, de se fendre derrière pour arriver à ramasser de l'argent, avoir un foyer, avoir des enfants, les éduquer, se faire cracher dessus quand ils veulent partir, avoir 25 autos dans notre vie, toutes les perdre les unes après les autres, avoir de l'argent, essayer de ne plus souffrir, voyager, s'instruire, connaître, évoluer, puis mourir. À quoi ça sert? Ça sert que l'être humain se pose la question comme ça, puis il dit ça sert à rien. Il y a un gros slogan chez lui, rien ne sert, il faut toujours. Bon. Mais pourquoi on ne se poserait pas la question comme ceci?
À quoi ça sert de vivre pour un petit pain, de ne pas être habillé, de geler l'hiver, d'avoir une femme qu'on n'aime pas ou un mari qu'on n'aime pas, d'avoir des enfants, de souffrir, de voyager en les laissant dans la garderie, de leur acheter un cadeau par 2 ans, d'avoir de la difficulté, d'avoir peur tout le temps, d'être angoissé, de jamais être heureux, puis mourir. À quoi ça sert? À rien, ça non plus. Ce qui fait que tant qu'à y être, pourquoi pas le faire plaisamment, organisé, un peu plus d'argent, un peu plus d'organisation, un peu plus d'efficacité, un peu plus de bonheur, tant qu'à y être. Et c'est ça l'intelligence de l'amélioration. Est-ce que ça nécessite de voir tout? Non. Ça nécessite de se poser la question, pas pour s'écraser, mais pour monter. Pas être positif. Ah ben, non, posez-vous la même question à l'envers. Puis vous allez voir que l'intelligence transcende. Ça sert non plus à rien. Fait tant qu'à y être, que pas vivre agréablement. Savez-vous ce qui vous attend? Non. Dans la misère noire, allez-vous le savoir plus? Non. Mais assis dans un jardin au soleil ou sur le bord de la mer avec vos enfants, peut-être que vous allez avoir plus de chances de savoir plus. Peut-être que non, parfait, il vous manque de l'énergie. Mais vous allez en ramasser de l'énergie, quand on va bien. Avoir l'intelligence de l'amélioration, c'est transcender le processus qui nécessite les mécanismes de la souffrance. Les psychothérapies ou psychanalyses peuvent-elles être valables, pour transcender les émotions, la souffrance? Non, la psychologie, la psychanalyse n'ont rien compris encore à l'humain. Elle commence. C'est la petite strate de l'évolution. Présentement, la psychologie contemporaine, elle est contemplative de la psychologie de l'homme. Elle contemple et elle essaie de mettre du bon au cœur. Alors, elle dit à une personne, je pourrais donner plein d'exemples, j'en connais du monde qui ont passé par des psychologues et des psychothérapeutes et qui ont pas mal de problèmes. La psychologie, elle contemple le phénomène chez l'humain. L'enfant revient de l'école, qui est tout déçu parce qu'il n'a pas réussi. Il ne faut pas que tu sois déçu dans la vie, il faut que tu te motives, il faut que tu ci, il faut que tu ça pour arriver à réussir. Pas important de réussir! Il n'y a personne qui m'aime. Ah oui, mais c'est parce que tu as beaucoup de qualités, il y a du monde qui va arriver à t'aimer, puis là, il faudrait juste que tu fasses... Pas important d'être aimé! J'ai peur des ascenseurs. Ben viens couche-toi ici. Alors, on va faire des régressions antérieures. C'est pas important de fouiller dans sa mémoire. Partez avec ce que vous avez, puis si vous comprenez l'intelligence, vous allez traverser. La psychologie, présentement, elle a de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle est utile. Parce qu'elle permet à ceux qui n'ont pas la faculté de vibrer en conscientisation d'arriver à avoir du baume sur le cœur. Et elle pallie à ce que la religion a de la difficulté à faire. Mais la religion, c'est une psychologie fondamentale, une psychologie extraordinaire. C'est important, la religion. C'est très utile et c'est formidablement utile. Il vient un moment donné que l'humain doit se désassujettir de la religion collective. Et la religion n'est pas mauvaise pour autant, elle est extraordinaire, elle l'a amené là. Certains vont voir le prêtre et le prêtre les aide. D'autres vont voir un psychologue, le psychologue les aide. Mais ils seront toujours dépendants de la psychologie. Tandis que si on regarde le travail de l'homme nouveau, si on regarde la conscientisation, non. Je viens de perdre mon chat, tu vas en avoir un autre, tu vas si on... Non, c'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent les mécanismes fondamentaux. Il ne faut pas qu'on y mette du baume sur le cœur. C'est valable, la psychologie et la psychanalyse. Pas pour évaluer. Pour pas se tuer. Qu'est-ce que tu entends par cela dépend du niveau vibratoire de la personne? La compréhension, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la quantité de connaissances que vous avez. Vous comprenez quelque chose, paf, vous le pigez. C'est une question de vibration. Lorsque vous êtes en train de... Plus vous allez parler avec quelqu'un, plus vous allez vous énergiser dedans ce sujet-là. Même chose pour une engueulade, même chose pour une question, une relation, une communication évolutive. Vous allez vous énergiser. C'est intéressant à un moment donné. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce que vous dites devient intéressant. Mais où vous le prenez, ça? Si vous l'aviez déjà chez vous, vous ne l'aviez pas chez vous. Plus vous vous énergisez, plus vous vous trouvez intéressant. Et vous êtes intéressant. Et plus vous parlez, plus vous communiquez de l'énergie vitale par la parole. Celle-ci est captée et elle transporte une vibration, ce qui est d'ailleurs le phénomène au niveau des conférences. C'est pas tellement ce que je dis que la vibration transportée qui aide, mais la vibration transportée, elle n'amène pas de la connaissance, elle amène de la compréhension, tout de suite ou plus tard. Vous restez
indépendant de moi. Et lorsque vous jasez, vous parlez, à un moment donné, vous vous auto-énergisez. Et soudainement, vous dites des choses de plus en plus hautes, de plus en plus en plein ça, là. Puis à un moment donné, vous comprenez. C'est ça, question de vibration. Alors, expliquer la vibration pour la faire comprendre, c'est compliqué parce que vous allez le comprendre quand vous aurez la vibration de comprendre. C'est quoi comprendre par la vibration? Ah, imaginez-vous. Quelles sont les conséquences de succomber à une évolution trop rapide suite au contact d'une personne en contact? Les conséquences de succomber à une évolution trop rapide suite au contact d'une personne en contact, ce n'est pas il n'y a pas de succombage. Lorsqu'une personne entre en contact avec une personne en contact avec son esprit, donc lorsqu'une personne entre en relation avec une personne qui a un contact supramental, une personne qui est une antenne publique, une personne qui a la faculté d'amener de l'information nouvelle, neuve et non expérimentée au lieu à l'échelle planétaire, cette personne, c'est qu'elle se devait d'entrer en contact, elle ne succombe pas comme telle, elle était due. Elle a la faculté vibratoire de pouvoir se servir de la personne en contact, c'est tout à fait intelligent. Alors, évidemment, c'est extrêmement évolutif pour une personne d'être en contact avec une personne qui a une relation réelle avec la vie et avec l'énergie de l'intelligence active, ce qu'on appelait antiquement l'Esprit Saint. Si on regarde les apôtres, les 63 apôtres qui ont, bon, on en connaît 12 plus précisément, et 4 qui ont fait des évangiles. Bon. Les apôtres, eux, n'avaient pas le contact. Mais ils avaient l'affinité à entrer en contact. Est-ce qu'ils ont succombé à l'évolution du Nazaréen? Non. Le Nazaréen est passé partout, puis ceux qui avaient à un moment donné à entrer en contact avec étaient prêts, ils ont entré en contact avec, ils n'ont pas succombé. Alors, les Nazaréens, les Esséniens et toutes les personnes qui ont entouré le Nazaréen, les apôtres et tous ceux-là n'ont pas succombé. Par la présence du Nazaréen, ils avaient déjà, eux, une programmation génétique. Ils étaient déjà prêts à faire quelque chose. Il manquait un booster. Il manquait un catalyseur. Dans l'Antiquité, c'était les Melchisédek qui faisaient le travail. Mais à partir du Nazaréen, il n'y a plus de Melchisédek ici. Alors, ces personnages ont pu être catalysés, donc ont pu voir une évolution augmentée par rapport à l'impression qu'ils avaient de leur évolution avant le contact avec le Nazaréen. Mais en réalité, ils n'ont pas eu une évolution augmentée ou accélérée, ils ont eu l'évolution qu'ils devaient avoir. Et c'est la même chose pour les personnes. Quand on parle d'être ou d'homme ancien, là, c'est pas une question d'âge, là, d'être vieux comme Roger Beaulieu, là, c'est pas ça. Non, Roger Beaulieu est peut-être très âgé, puis c'est un personnage extrêmement intéressant. Non, effectivement, ça n'a rien à voir ni avec la vestimentation, tu es à la mode, tu n'es pas un homme nouveau. C'est pas l'âge non plus. Il y a des enfants qui sont des hommes anciens. Il y a des femmes, des jeunes filles qui sont des hommes anciennes. Des hommes anciens, oui, des femmes anciennes. Et il y a des personnes très âgées qui sont des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et évidemment, on ne peut pas être âgé et être un enfant nouveau. Là, évidemment, il faut comprendre. Bon. Mais on peut être un homme nouveau. La question, c'est pourquoi tel être ancien plus qu'un autre peut se trouver au contact d'une personne, en contact épuisé de son énergie. Donc, en relation avec une personne en contact épuisé de son énergie. Si vous vous approchez, bon, je donne un exemple qui est plus terre à terre. Les personnes qui arrivent à me comprendre, moi, lorsque je parle, ne succombent pas à l'évolution, c'est on a une affinité vibratoire qui fait qu'il y a intérêt pour les deux parties à fonctionner ensemble. Pourquoi un être ancien, plus qu'un autre, peut se trouver au contact d'une personne en contact épuisée de son énergie? Pour la simple raison, prenons l'exemple d'une famille. Pourquoi, toi, tu as la faculté de comprendre, tandis que ton frère ou ta sœur ils ne comprennent pas fort? Ou tes parents, ou tes cousins, etc. C'est normal, parce que génétiquement, il fallait que quelqu'un... Puis là, vous allez dire, mais pauvres autres, non. L'évolution, il est humanitaire. La conscience doit être individuelle, mais l'évolution, c'est l'évolution de l'humanité. Alors, évidemment, il y a des choses qui se font. Il y a du métal dans un moteur qui doit être piston et qui doit manger la claque de l'explosion de la bougie. Il y a un métal dans le moteur qui doit servir de système de refroidissement. Il y a du métal dans le moteur qui serve de poignée pour la porte et fait le contact avec l'humain. Pourquoi ce pauvre métal-là doit-il manger la claque de l'explosion, tandis que l'autre est flatté par le bonhomme ou la bonne femme qui adore le char? Parce qu'il n'y aurait pas de poignée là à être adoré s'il n'y aurait pas de métal dans le moteur. Il y a des personnes qui naissent dans une famille et qui génétiquement assument le karma génétique de la famille pour libérer un autre de façon à ce que celui-ci soit en fonction évolutrice beaucoup plus avancée, de façon à faire avancer l'évolution de la lignée. Il y a une tradition à un moment donné qui disait que le 7e de la famille avait des dons. Ils ont changé d'idée parce que maintenant, il n'y a plus 7 enfants dans la famille, on arrête à 3. Bon.
Alors, évidemment, ça change. Mais effectivement, ça exprimait ce mécanisme perçu par l'homme ancien qui avait quelque chose. Et oui, c'est plus le premier, le deuxième, le troisième. Il y en a un dans la gang, à un moment donné, qui a plus d'affinité vibratoire. Et c'est pour ça. Pourquoi plus qu'un autre? Pour ça. Parce qu'il se doit d'être comme ça, pour absorber du karma génétique, créer des enfants particuliers, pour laisser libre un enfant, une autre biologie, un autre véhicule physique, pour recevoir un esprit qui pourra travailler un peu mieux. C'est pour ça, c'est parfait. Si la souffrance est nécessaire, comment accepter de souffrir? Non, on n'accepte pas de souffrir. Hé. Accepter de souffrir, ça veut dire accepter de ne pas s'en sortir. Ça veut dire de décider qu'on ne peut pas faire autrement. Ça veut dire de décider qu'on est parfait comme ça et qu'on ne peut pas rien faire d'autre. On n'accepte pas de souffrir, on doit comprendre l'intelligence du mécanisme de la souffrance. Comprendre puis accepter, c'est deux. Je comprends que je suis esclave. Je ne resterai pas esclave longtemps. J'accepte que si vous voulez, je suis né esclave, puis il va mourir esclave, puis mon grand-père était esclave, puis mon père était esclave. Ouais, mais ton arrière, lui, il n'était pas esclave, il était en Afrique, puis il était fou. Non, comprendre un mécanisme, ce n'est pas l'accepter. C'est pas pareil. Comprendre les mécanismes qui nécessitent la souffrance, cela veut dire tolérer. On tolère. On n'accepte pas, on tolère. Un enfant vient de se faire battre dehors, il rentre chez moi, puis là, il broye. Je déteste entendre broyer. Et là, il faudra bien que je tolère. Mais si tous les jours, quand il rentre, il se met à broyer, il ne faut pas que j'accepte. L'enfant qui pleure toujours quand il se lève, l'enfant de 6 mois qui broye tout fois qu'il se réveille, si j'accepte, il va broyer toute sa vie. Parce qu'il aura appris que pour avoir de l'attraction humaine, il faut qu'il broye. Une fois qu'il broye, tout le monde court. On l'éduque à être un enfant broyard. Par contre, si je tolère qu'il pleure parce qu'il a faim, qu'il pleure parce que sa couche est pleine, qu'il pleure parce que, bon, OK. Il ne faut pas que j'accepte qu'il broye tout le temps. Ben oui, mais lui, il est broyard. Si tu veux, mais ma soeur en a un qui broye moins. Non. Il ne faut pas accepter de souffrir. Il faut comprendre les mécanismes de la souffrance. Pas accepter. Est-ce mauvais d'être irreligieux, c'est-à-dire sans religion, mais pas athée? Autrement dit, la personne elle demande si c'est bon d'être athée. As-tu déjà vu un Est-ce mauvais d'être irreligieux, sans religion, mais pas athée? Non, passe-moi une question, on répond. C'est ça que ça veut dire? Est-ce mauvais d'être irreligieux sans religion, mais pas athée? Absolument pas, il n'y a rien de mauvais sur la planète. Bon, continuons. Ne peut-on pas passer par d'autres chemins que la souffrance pour apprendre? Oui, sauf que la souffrance va vous amener au chemin de non-souffrance. Vous allez souffrir tant que vous n'aurez pas le contact avec votre ajusteur de pensée, donc tant que vous n'aurez pas une pensée juste, donc tant que vous n'aurez pas le contact avec un esprit pur, donc avec l'esprit saint, donc avec l'intelligence active, donc avec l'énergie supramentale. C'est tous les mêmes mots, là. Bon. Je fais allusion à quelqu'un, ce qu'on entend souvent, qui s'adresse à son enfant qui apprend à faire du vélo et qui tombe à chaque coup de pédale. Il faut se casser la gueule avant d'être en mesure de se tenir droit sur un vélo. C'est vrai tant que l'enfant apprend par expérience, tant qu'il n'a pas été content, qu'il ne sait pas. Qu'instantanément, il peut faire du vélo sans se casser la boîte. Mais évidemment, il apprend. Il apprend par l'expérience, il est génétiquement relié au phénomène matériel de ses parents, il est amiquement relié aux âmes de ses parents pendant un laps de temps tant qu'il ne l'aura pas personnalisé, il est relié à différents mécanismes et automatiquement, il apprend qu'il doit apprendre pour pouvoir être efficace. Alors, lorsque l'enfant se dit, ben moi, je suis capable, prends le vélo, il sac son camp, puis ça marche, parfait. Lorsque l'enfant a suffisamment d'orgueil pour pouvoir revenir de ça devant ses parents, puis dire, papa, une main. Vous connaissez? Passez pas, papa, puis de main. C'est papa, puis de main, un pied. Papa, puis de main, puis de pied. Papa, puis de dents. Mais lorsque plus de dents, il a appris que plus de main, plus de pied, c'était pas bon. Parce qu'il prenait des débarques puis se cassait la gueule. Bon. L'enfant peut savoir immédiatement, parce que si tous ces chums ont des bicycles, que quelqu'un qui va en recevoir un, ou quand on va y prêter, inquiétez-vous pas, il va s'organiser. Mais un enfant qui est libre, oui, les adultes avec.
Doit-on vraiment mettre de côté tout médicament? N'est-ce pas un peu masochiste? Bon, premièrement, moi, j'ai pas dit ça, de mettre de côté tous les médicaments. Être masochiste, l'humain est masochiste, mais inconsciemment, de toute façon. Les médicaments, ils sont drôlement utiles. Ils sont utiles parce qu'ils soulagent lorsqu'on ne peut rien faire d'autre. Lorsque l'on ne peut rien faire d'autre. Si on a des médicaments chimiques qui guérissent, ils n'entrent pas dans le cadre des médicaments baume sur le cœur. Ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. La personne veut se suicider, donnez du Valium. La personne ne veut plus se suicider, mais elle veut du Valium, donnez du Librium. Elle ne veut plus se suicider, elle veut plus du Valium, elle veut du Librium. Mais donnez-y, pour vous donner un paquet d'autres sortes de médicaments qui sont de plus en plus faibles. Oui, puis donnez-y d'autres choses. Mais donnez-y pas du médicament en lui disant, tiens, ça va régler ton problème. Non. Un médicament qui guérit, oui. Quand une personne fait un séminaire PMC1 par exemple, c'est un médicament. Ça guérit. Après, elle n'a plus besoin. Mais on ne met pas un médicament de côté comme ça à cause que c'est un médicament. Le non-médicament ne doit pas hanter la personne. Le médicament bombe sur le cœur. Je mange, j'ai le brûlement d'estomac, je prends une pilule. C'est merveilleux! Tu empêches l'aggravation de ton ulcère. Mais maintenant, corrige pour ne plus avoir besoin du médicament, parce que là, ça devient bombe sur le cœur. Il faut comprendre ça. Je ne suis pas contre les médicaments, je suis contre les personnes qui sentent les médicaments, là, ceux qui ont presque une étiquette sur le front avec une date d'expiration.